Je pense que pour les questions relatives à la Côte d'Ivoire et surtout les questions relatives à la situation politique, l'on s'est appesanti sur la CEI. C'est la CEI, hein, Commission électorale indépendante, et non CNI. Non, c'est la CEI. La société civile, enfin, une ONG au niveau de la Cour africaine de justice et du droit du peuple. Et cette ONG a remis en cause la composition ancienne de la CEI. Donc l'État ivoirien s'est saisi donc de cette question pour répondre favorablement à la saisine de cette ONG. L'État ivoirien a donc convoqué, sinon invité les partis politiques, tous les partis politiques, pour discuter afin de recomposer la CEI. Au départ, tous les partis politiques ont pris part à la discussion. Au départ, c'est chemin faisant que certains partis politiques ont jugé qu'il n'était pas nécessaire de continuer compte tenu de certaines exigences qu'elle posait. Mais je voudrais remarquer que ce ne sont donc pas tous les partis de l'opposition qui sont partis de la table de négociation. Il y a des partis de l'opposition qui ont continué à négocier et à trouver donc le schéma qu'il fallait, qui a abouti à la recomposition de la commission électorale indépendante. Donc, une loi a été prise. Et cette loi, naturellement, les partis politiques qui ont claqué la porte des discussions la contestent, mais les partis politiques de l'opposition qui sont restés et qui ont négocié restent dans la composition telle que conçue par la loi. Donc ça, il faut qu'on soit d'accord que ce ne sont pas tous les partis politiques qui ont, donc tous les partis politiques de l'opposition qui ont claqué la porte. Je donne donc la parole à la collègue pour donner un peu plus de précision s'il y en a. Merci à mon collègue député de la Côte d'Ivoire et merci à tous les collègues qui ont posé la préoccupation de comprendre un peu les problèmes au niveau de la CEI en Côte d'Ivoire. En fait, je vais situer un peu la situation. La problématique posée par l'opposition était l'équilibre des acteurs composant la CEI. Et je pense qu'à travers la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, qui avaient été contactés par une organisation civile et le problème a été posé au gouvernement de la Côte d'Ivoire et le président de la République a décidé de refondre, c'est-à-dire de recomposer la CEI à la demande de cette institution-là. Ce qui a été fait avec la participation au début de tous les partis politiques et de la société civile. Et après échange et discussion, il est convenu que l'État et le parti au pouvoir soient représentés à 1/3 de la composition, et ce qui a été respecté, et les 2/3 allant à aux organisations civiles et aux partis d'opposition. Et le problème qui a été posé après que cette recomposition a été faite, le problème actuel de l'opposition, c'est l'organisation civile, la représentation de l'organisation civile. Car au sein de l'organisation de la société civile, il y a le Conseil supérieur de la magistrature, le barreau, les organisations, les sociétés et les partis civils. Et c'est tout cela qui représente les 2/3 de la composition de la CEI en face des 1/3 que l'État et le parti au pouvoir a en réalité. Et l'opposition actuelle dénonce la composition
c'est-à-dire les acteurs qui composent le Conseil supérieur de la magistrature, des barreaux, parce que pour eux, ces acteurs sont proches du parti au pouvoir. Donc, en fait, la réalité, ce n'est pas le non-respect de la réglementation ou bien de la loi qui recompose la CEI en Côte d'Ivoire. Parce que pour une fois, depuis plusieurs années, c'est la première fois qu'un représentant de la société civile est président de la CEI. Si vous avez bonne souvenance, les deux autres présidents de la CEI, les précédents présidents de la CEI provenaient d'un parti politique qui était le PDCI-RDA. Donc aujourd'hui, c'est ce président qui a été élu est le premier président qui n'est pas nommé et qui provient de la société civile. Toujours est-il que le problème est posé par l'opposition. Donc nous, on se dit et on pense objectivement que ce n'est pas la réglementation, ce n'est pas un problème objectif, mais c'est purement politique. Et si vous regardez bien les lois qui composent, qui régularisent la CEI, vous vous rendrez compte que c'est toujours l'article 5 qui est mis en cause. Et ça en fonction de la tendance de l'opposition. Quand ils sont proches du parti au pouvoir, ça va. Quand ils ne sont plus proches du parti au pouvoir, ça ne va plus. Donc je pense qu'il y a un problème à ce niveau, c'est du fétichisme en politique. Merci, merci chers collègues. Et il y a d'autres aspects concernant la situation politique en Côte d'Ivoire qui ont été posés donc au problème. Comme vous l'avez dit, hein, comme beaucoup l'ont dit, affaire Gbagbo, Blé Goudé et Soro Guillaume et autres. Je voudrais dire que nous ne voudrions pas nous appesantir sur ces aspects-là. L'ex-président Laurent Gbagbo est présentement dans les liens de la justice. Nous n'avons pas à nous prononcer donc sur ce qui est dans l'affaire, dans une affaire judiciaire ou bien juridique. Pendante, nous attendons que la justice aille jusqu'à son terme, le jugement aille jusqu'à son terme, et puis bon, on avisera. Donc ça, je pense que nous n'avons pas à nous prononcer là-dessus présentement. Maintenant, le président, enfin, ils sont jugés à La Haye, ils sont jugés donc en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que les sanctions seraient prises? Il faut reconnaître que Laurent Gbagbo avait déjà été jugé en Côte d'Ivoire par accoutumance. Il a été condamné à 20 ans de prison. Ça a été fait en Côte d'Ivoire. Maintenant, son ministre, son ex-ministre, ou bien son ministre Charles Blé Goudé a donc été, il a été introduit donc récemment un jugement contre lui et la justice va donc suivre son cours pour les faits qui lui sont reprochés. Nous ne voulons pas nous immiscer dans les affaires judiciaires et nous voulons vraiment nous en tenir à cela. Rapidement, je voudrais dire à la collègue Philomena, qui a parlé donc des enfants qui sont en conflit avec la loi, qu'on retranche dans les rues et qu'on amène dans les plantations. Je pense que c'est comme ça qu'elle a compris. Voilà, je pense que c'est peut-être la traduction qui n'a pas été bonne. Nous avons en Côte d'Ivoire, la première dame s'occupe essentiellement de lutter contre l'exploitation des enfants dans les plantations. Donc, les enfants qui sont retirés dans la rue ne sont pas envoyés dans les plantations. Pas du tout. Ils sont reconvertis. On leur apprend, ceux qui peuvent apprendre des métiers, on leur fait donc apprendre des métiers. Ceux qui peuvent aller à l'école sont scolarisés et ça se passe très bien. Voilà, donc je pense que ça a été certainement une mauvaise interprétation de l'idée. Alors, chers amis, sur ce, je voudrais donc laisser la parole au collègue Saleh pour répondre aux aspects économiques qui ont été posés comme question. Merci. Merci. Très rapidement, je vais lever les confusions qui ont paru aux autres par rapport à ce qui est ressorti de d'autres tests, TEC et PC. Le TEC, c'est une taxe extérieure, mais qui est commune
le TEC est une politique aussi de stabilisation. C'est fait pour protéger nos produits tropicaux, hors de notre groupe. Donc le TEC, c'est une taxe qu'on applique aux produits qui entrent dans notre groupe CEDEAO. Et cette taxe-là doit être la même partout, c'est-à-dire le produit qui entre, le produit qui n'est pas produit par nous-mêmes, mais qui entre, doit être taxé de la même façon que c'est taxé en Côte d'Ivoire, ça doit être taxé de la même façon, avec le même taux en Guinée, en tout cas dans la zone CEDEAO. C'est plutôt une politique de protection. Alors que le PC, c'est une politique pour recueillir des ressources pour financer le développement de la CEDEAO. Retenons ça comme ça. Et c'est 0,5% de nos importations hors CEDEAO. Donc, l'un, c'est pour protéger nos produits tropicaux, le TEC. L'autre, et je crois qu'il est à 13% pour le TEC, l'autre, c'est pour avoir de l'argent pour financer notre développement au niveau de la CEDEAO. Je crois que c'est 0,5% des importations hors CEDEAO. Bien, ceci étant, je reviens sur les PIB. Vous savez, les économistes, très souvent, j'emprunte ça à ma sœur, le fétichisme des chiffres, et il faut faire attention. Mais je commence d'abord par le réel, pour essayer de situer le frère Sankara. Lorsqu'on parle de réel, on parle de ce qu'on produit nous-mêmes, hors don. Hors don. Donc, hors don, qu'est-ce qu'on produit? On a nos taxes, on a notre cacao, on a notre agriculture, c'est ce qu'on produit. Et c'est ce qui est chiffré, c'est mis en valeur. Et c'est de cette croissance-là, d'année en année, qu'il s'agit. Donc, sur ce, le réel est bien connu, il est ce que je viens de vous dire, la production réelle, c'est-à-dire ce que nous-mêmes nous faisons hors don. Effectivement, il faut comprendre que cette croissance, à un certain moment, peut baisser. Et nous avions parlé, quelqu'un a posé la question de savoir, et comment? Ben oui, lorsque vous êtes en face d'un climat et que votre agriculture est presque la base de votre croissance, vous savez qu'avec le réchauffement climatique, les productions au niveau de l'agriculture commencent à baisser. Et quand ça baisse, ça veut dire que vos revenus baissent. Mais comme c'est important, parce que la quantité que nous avons, elle est très importante. Celle que nous exportons, elle est très importante. Je crois que nous sommes à 1 500 000 et que les seconds sont autour d'1 million. Et c'est cela, la quantité de baisse n'est pas très perceptible. Parce qu'effectivement, ce que nous exportons est effectivement très élevé. Et accompagné des prix, les exportations sont en dollars. Même quand ça baisse un peu, le dollar étant monté, ça monte, mais relativement pas aussi fort. C'est pour ça qu'on peut constater par les calculs tous ces produits-là. Monsieur le Président, je voulais venir par la sécurité. Il m'interpelle. Je peux continuer? Je vais finir par la sécurité. Bon. Pode terminar, pode concluir, sim. Pode concluir. Mas já ultrapassaram largamente os 10 minutos. Mas pode concluir, está bem? Restructurés par les équipements nous avons. Et nous avons des formes de collaboration avec les pays frontaliers. Le Burkina, le Mali, le Ghana. Les équipements sont modernes, ce sont des équipements de première main.
Et vous pouvez savoir que la collaboration, il n'y a pas 6 mois encore, les Maliens nous ont aidés à arrêter beaucoup de djihadistes à notre frontière. Donc on ne fait pas seul, on collabore avec les pays frontaliers. Monsieur le Président, je voudrais m'arrêter là parce que je vois que vous insistez. Merci. Monsieur le Président, nous demandons juste 2 minutes pour conclure sur les préoccupations relatives aux conditions d'organisation des élections et la clarification de la position du président de la République, Alassane Ouattara. Je pense qu'il faut rassurer les collègues députés qu'il ne faut pas se faire peur. Tout Ivoirien, le président ivoirien l'a dit, tout Ivoirien qui se sent ou bien qui sent l'ambition de se présenter au présidentiel est libre de le faire. Et vous avez suivi que Soro Guillaume, le président Soro Guillaume, ex-président de l'Assemblée nationale, a déclaré sa candidature. Bientôt, il y aura encore d'autres candidats qui vont se présenter, qui vont déclarer leur candidature. Pourquoi pas moi? Voilà, pour dire que tout le monde est libre et les conditions existent depuis pour l'organisation saine des élections et nous souhaitons que tout se passe bien. Pour terminer, je vais dire merci à ma collègue de la Sierra Leone qui a félicité ma présentation et lui dit qu'effectivement les femmes doivent occuper leur place. Et j'interpelle mes sœurs femmes, mais pour que nous soyons là où nous sommes, il faut que nous, à notre niveau, les femmes, nous soyons sûrs de là où nous voulons aller. Parce que nous avons souvent dans les circonscriptions, en tout cas en particulier dans ma circonscription, c'est les femmes qui font les hommes. C'est-à-dire c'est les femmes, l'électorat, la majorité de l'électorat est constituée par les femmes. Mais est-ce que les femmes ont le courage de pouvoir briguer les postes? Parce que si nous ne nous exprimons pas, si nous ne nous manifestons pas, ce ne sont pas les hommes qui vont nous porter à des postes là où il faut. Donc c'est nous qui devons faire d'abord notre part. Donc c'est pour cela que je veux dire, la femme aussi doit avoir le courage, la motivation, l'engagement de se présenter ou bien d'exprimer une ambition pour qu'elle puisse avoir l'aide des hommes. Merci beaucoup. For some of the highlights of our new constitution, the draft one. Actually, the issue we really is captured in our transitional period. If he is interested in contesting 2021, this term of 5 years will be counted. Then the other issue that actually, another important thing, we actually foresee the issue of handling gender in our parliament. Gambia have 7 regions. So in these 7 regions, each political party, during parliamentary election, 2 women will be contesting in each of these regions, and they are all going to be women. That means that 14 women are qualified to enter parliament. If we adopted this new constitution. So that means that we are actually pursuing to achieve the 30+1. Because if 14 have direct access to the assembly, probably others can go and contest with the men to have another 14. And then this term limit, it is an entrench. As the member for Niger have already advised us. This is going to be an entrench clause. If anybody wanted to change it in the near future, it cannot be only changed in parliament, but it has to go for a referendum. Then the other issue is about the new Gambia. Gambia remains the same. But what has happened, in 2016, we achieved something that is unique. We have been governed for 22 years with an iron fist. In 2016, we went in for parliamentary election, and we have changed the system through the ballot box. This is why we are calling Gambia a new Gambia, but the Gambia remains as Gambia. So I think these were one of the few issues that was asked, unless my colleague have something to add on top of it. Thank you. Your mic. Thank you very much.
Honorable Speaker, just a little to add about the increase in capital expenditure. The questioner was interested to know why there was an increase in capital expenditure. And unfortunately, he's not here to hear the answer, but nonetheless, the Parliament will be our interpreter. To him, we want to tell him that as at now, we are engaged on constructing all the streets of the capital city of the Gambia called Banjul. And that alone is taking us $35 million. And why is this project? That's a component that the Gambia should be responsible of. That's the rehabilitation of the major roads and also expanding, those routes from the airport to the capital city and the OIC center. So that also is a component where capital expenditure is in increase. Coming back to our colleague from Nigeria, Honorable Sadiq, we want to refer you to page 6, and then we come back to page 12. In page 6, 3.2, that's where we have talked about the state of pay and common external tariff. And we did mention in the paragraph that it is meant to support the production and the procession of goods within the ECOWAS region, and to enhance the transparency and the predictability of the tariff structure in ECOWAS. But if you go back to page 12, the community levy, what we want to emphasize on here is that this money is meant to fund the programs of the community. So you can see that difference. We don't transpose the context in meaning, but exactly that's what you want to explain. Hence, ECOWAS community levy protocol. In fact, we even mentioned the protocol A/P1/7/7/9 governing the application of the community levy, come in 1996 with the aim and objective of funding the programs of the community. It's in regard to that the Gambian government, through the Gambia Revenue Authority, is committed to collect 0.5% on all imports from countries outside the ECOWAS region. So I think we are still open for dialogue further, for better understanding, because we're talking about the region. It's not only the Gambia. But if you still want to engage us in dialogue, so we are ready for that dialogue for the better understanding of the text. So on this note, Honorable Speaker, we want to thank everybody, especially their colleagues who have commended the Gambia for job well done. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Donc, nous avons enregistré quand même quelques préoccupations soulevées par les honorables députés. Mais avant d'aller à ces préoccupations, avec votre permission, je voulais vraiment remercier tous ceux qui ont salué, en tout cas, les efforts fournis par l'État du Niger et principalement par son président, son Excellence, M. Issoufou Mamadou. Nous sommes reconnaissants à travers ce qu'ils ont reconnu. D'autres ont été sur le terrain, ils ont vu. Donc, nous n'avons pas de doute par rapport à ce qu'ils ont annoncé. Monsieur le Président, il y avait des questions que nous pouvons regrouper en 3 questions essentielles. Il y a une préoccupation par rapport au recensement biométrique.
qui a été soulevé en premier. Bon, en fait, je crois qu'on n'a pas tout dit dans notre rapport. Peut-être qu'on n'aurait pas dû nous poser cette question. Ce qui est dit, on a annoncé 4 régions où les recensements ont commencé. En fait, ce n'est pas un échantillonnage dans le programme de la CENI. Plutôt, c'est un programme. Donc, les autres régions vont suivre. C'est comme ça qu'il faut comprendre ça. Et je crois qu'un des intervenants a dû expliquer ça en partie. Par rapport à la situation de Hama, Hama, vous le savez tous, était un prisonnier. Donc, il avait un moment, il était malade, donc l'État a préféré le laisser aller pour vraiment traiter son problème de santé. Donc, il était en exil en somme. Aujourd'hui, Hama est retourné au Niger. D'abord, dans un premier temps, je pense que les gens, cette question, nous ne devrons pas la poser ici, parce que c'est une question de justice. Nous ne sommes pas habilités à interpréter les questions de droit ici, surtout que quand c'est en justice. Hama a perdu sa maman est décédée, et c'est pour ça qu'il est retourné dans un premier temps au Niger. Et par la suite, il a décidé lui-même de purger sa peine. Il était en prison quand il a quitté. Donc, franchement, ce n'est pas une question pour nous à laquelle on était ici. Nous sommes arrivés le 16. Hama est retourné en prison après le 16. Donc, nous ne pouvons pas interpréter ce qui est arrivé, mais tout ce que nous avons entendu, c'est que c'est lui-même qui a décidé d'aller purger sa peine, comme les autres prisonniers qui sont aujourd'hui libres, qui ont purgé leur peine. Tous ceux qui ont été emprisonnés pour 1 an ont déjà purgé leur peine, ils sont libres. Donc, Hama voulait faire pareil. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit. Et nous avons entendu l'honorable Moussa du Mali, qui voulait vraiment que Issoufou fasse comme Macky Sall. Bon, ça c'est du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Nous ne pouvons pas nous s'y mixer. Nous souhaitons que ça soit ainsi. Par rapport au prélèvement communautaire, en fait, nous avons annoncé 16 889 827 francs CFA comme restant à payer pour l'année 2018. En fait, nous l'avons fait parce que nous voulons être sincères par rapport aux données que nous avons reçues. En réalité, même en 2019, il y a eu des versements. Donc, on ne peut pas verser 2019 si on n'a pas réglé 2019. 2018, là, si vous retournez dans notre rapport de 2018, c'est la même situation que nous avons présentée. Concrètement, pour 2019, on n'a pas reçu les informations par rapport au versement relatif à ce volet. Parce que nous ne pouvons pas accéder à ces informations. Même ces informations, il a fallu que nous retournions ici à la commission pour qu'on nous les donne. Parce que le compte, seule la commission peut accéder aux informations par rapport à son compte. Donc voilà concrètement, pour 2019, nous n'avons fourni aucune information par rapport au versement du Niger. C'est de ça qu'il s'agit. Concernant la CENI, je vais revenir. En fait, c'est vrai, le Niger est vaste, c'est 1 260 000 km². Il y a de quoi se préoccuper quand on parle déjà à la phase de recensement des démissions. En fait, ceux qui ont démissionné pour la phase de recensement, c'est bien sûr des Nigériens. Mais malheureusement, ils ne connaissent pas les contraintes du terrain. Quelqu'un qui est toujours en ville, on l'amène dans une autre localité, surtout dans les zones désertiques. Même nous fuyons le désert. Hein. Il y a ceux qui fuient le désert. C'est vrai, il y a ceux qui sont nés là-bas, mais il y a ceux qui fuient le désert. Donc, c'est des enfants qui ne connaissent pas concrètement c'est quoi le désert, c'est quoi sortir de chez soi, aller ailleurs, vivre ailleurs. Sinon, ils ont reçu toutes les informations. Et je vous rassure que tous ceux qui ont quitté ont été remplacés parce qu'il y avait une liste d'attente. Et ils ont été formés par la CENI. Donc, par rapport à ça, nous n'avons pas d'inquiétude. Le problème là est réglé. La gestion des inondations, c'est vrai, c'est une préoccupation même pour l'État. Et déjà, avant même les récoltes, l'État avait pris des dispositions, surtout pour ce qui concerne le volet alimentaire. Il y a des vivres qui sont, en tout cas, distribués gratuitement, et il y a la vente à prix, surtout à prix modéré.
ça fait maintenant pratiquement 2 ans que tous ceux qui font le commerce du mil, surtout ceux qui nous récoltent, ont des problèmes. Parce que, et du haricot, ils ont stocké pour vendre cher. Malheureusement, c'est l'État qui fait le contraire. Ils vendent, ils rachètent les mêmes produits et ils reviennent pour vendre ça beaucoup moins cher. Ce qui fait que, franchement, sur ce volet-là, l'État a pris beaucoup de dispositions et l'État du Niger est accompagné par les partenaires techniques et financiers que nous profitons de cette opportunité pour vraiment saluer et féliciter pour les efforts qu'ils sont en train de faire par rapport à ce volet-là. J'ai pratiquement parcouru toutes les questions posées, mais je n'ai pas répondu à toutes les questions. Je vais laisser un de mes collègues pour me compléter. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Je profite aussi de cette occasion pour remercier les collègues qui ont positivement apprécié l'acte du président Mahamadou Issoufou. Je souhaite que cet acte soit pris comme exemple par les autres présidents. Merci. Monsieur le Président, ceci étant dit, je veux répondre à la préoccupation de l'honorable Sadiq concernant ou relative à la fermeture des frontières du Nigeria concernant l'importation du riz. Le Niger respecte cette décision. Le Nigeria est un pays souverain. Donc, surtout quand on tient compte des raisons avancées, c'est des raisons de sécurité. Et vous le savez très bien que le Niger et le Nigeria sont 2 pays frères. Et nous collaborons très bien concernant l'insécurité. Donc, nous n'avons pas de commentaires à faire par rapport à cette situation. Je vous remercie. Bem, mais uma vez agradecemos as 3 delegações que apresentaram o relatório. O deputado Poli está a pedir palavra, não sei em que quadro, mas pronto. Tem palavra, mas rápido, já estamos no fim, vamos. Le micro, voilà, merci Monsieur le Président, ce sera très court. Merci de me donner la parole. Vous savez, à chaque présentation des rapports pays, tous les ressortissants qui sont présents ici, qui sont députés, ont fait un banc de remerciements au président Cissé Lo. Je souhaite qu'il y ait un petit comité qui va, au nom de tout le Parlement, prendre la responsabilité de lui dire merci. En ce moment, l'ovation qu'on a faite lorsque Vilaine, au nom du Sénégal, a parlé et on l'a soutenu, sera quelque chose de pas arraché. Ce sera plus honnête si c'est le Parlement qui fait sa commission et qui supporte tout ce qui va être dit dans ce que nous allons dire pour féliciter notre président. Parce qu'il a fait du travail et il faut que, honnêtement, à son départ, tous ceux qui l'ont conduit jusqu'à ce niveau puissent se retrouver pour lui faire cette adresse. Elle est plus personnelle au Parlement que d'être greffée sur la représentation d'un pays. Merci, Monsieur le Président.